Il existe une forme particulière de cruauté qui ne s'annonce jamais comme telle. Elle arrive déguisée en plaisanterie. Elle s'accompagne de rires. Des rires de ceux qui ne sont pas la cible, et elle est livrée aux premières heures du matin quand personne n'est censé regarder pour que la personne visée se réveille et découvre que tout est déjà accompli, déjà public, déjà le sujet de conversation du quartier avant même d'avoir pris son premier café. Marc Hélier se réveilla et trouva 40 véhicules occupant chaque centimètre de son allée de sa pelouse et de la bande de gravier le long de sa maison. 40. Pas un ou deux, laissés par erreur par un voisin. Pas quelques épaves venues de la rue. 40 véhicules disposés avec une précision délibérée en rangée qui révélait une organisation de la main-d'œuvre et une intention précise dépassant de loin le simple désagrément. Certains n'avaient plus de pneus. Plusieurs avaient le capot qui ne fermait plus. L'un n'avait plus de pare-brise, son intérieur ouvert à l'air. Son tableau de bord fendu en deux comme un livre oublié sous la pluie. Un autre avait brûlé pas complètement, mais assez pour que ses panneaux arrière soient noircis et déformés, et l'odeur de vieille fumée atteignait déjà le porche. Chaque véhicule portait un autocollant jaune sur sa vitre. Chaque autocollant disait la même chose, condamné, sans valeur de réparation. Marc se tenait sur son porche en sweatshirt gris et regardait longtemps ce que l'on avait fait à sa propriété. Sa fille Camille apparut à ses côtés. Elle était encore petite. Elle se tenait assez près pour que son épaule touche son bras, et elle regardait les voitures comme elle regardait la plupart des choses, avec calme sans panique, en faisant l'inventaire. Elle garda le silence un moment, puis demanda « Qui a fait ça ?» Marc posa doucement la main sur sa tête. Il répondit « Je sais qui l'a fait. » Puis il ajouta « Va à l'intérieur et finis ton petit déjeuner. » Avant de raconter ce que Marc Hélier fit de ces 40 véhicules condamnés, je voudrais d'abord savoir une chose. D'où regardez-vous ceci en ce moment? Indiquez votre ville, votre pays, où que vous soyez dans les commentaires sous cette vidéo. Juste votre localisation, rien d'autre. Je lis chaque message et je veux savoir où cette histoire parvient aujourd'hui. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début. Car ce qui s'est produit dans cette allée n'a pas commencé ce matin-là. Cela a commencé bien plus tôt dans un garage d'une autre ville, avec un père qui croyait que la chose la plus précieuse qu'il pouvait transmettre à son fils n'était ni l'argent ni la propriété, ni les relations. C'était la capacité de voir ce que quelque chose valait réellement. Thomas Hélier tenait un atelier automobile indépendant à Rouen jusqu'au jour de sa mort. L'atelier comptait 4 places et une salle d'attente, avec un canapé donné et une télévision qui recevait 3 chaînes, dont 2 que personne ne regardait. Thomas n'avait pas hérité de l'atelier. Il n'avait reçu ni financement bancaire, ni aide familiale. Il avait économisé pendant de longues années, travaillé 2 emplois à la fois pendant plusieurs d'entre elles et ouvert les portes du garage Hélier un matin avec exactement un client déjà en attente. Un homme nommé Douglas qui conduisait une vieille camionnette avec un problème de carburateur et qui amènerait ce véhicule puis 2 autres à Thomas chaque année jusqu'à sa retraite et son départ dans le sud. Thomas construisit l'entreprise comme il construisait tout sans raccourci et sans croire que les raccourcis lui étaient dus. Il pratiquait des prix justes, disait ce qu'il pensait, ne simulait pas la chaleur, mais la possédait vraiment et traitait chaque véhicule entrant dans ses places comme un problème qu'il était personnellement obligé de résoudre correctement. Son fils Marc grandit et à l'intérieur de cet atelier, comme certains enfants grandissent au sein de certaines familles, non pas comme un visiteur du monde des adultes, mais comme un participant recevant de vraies tâches, de vraies attentes, et la dignité particulière d'être traité comme quelqu'un dont la présence comptait. Marc changea pour la première fois un pneu sans aide, alors qu'il était encore très jeune. Il diagnostiqua correctement une panne électrique intermittente qui avait déconcerté son père pendant 2 jours. Non par connaissance formelle, mais par cette attention que développent les enfants vraiment intéressés avant qu'on ne leur enseigne à le faire. Thomas observa cela et dit très peu, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il tendait désormais les outils à Marc, avec une directivité précise. La directivité d'un artisan qui tend quelque chose à un autre et qui disait à Marc tout ce qu'il devait savoir sur l'opinion de son père. Marc passait désormais chaque samedi et chaque jour d'été à l'atelier, non parce qu'on l'exigeait, mais parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où il préférait être. Il obtint son baccalauréat avec des notes suffisamment solides en mathématiques et en sciences appliquées pour être accepté dans une école d'ingénieurs à Nantes.
Son père le conduisit sur le campus Aïda à monter les cartons, lui serra la main à la porte et dit 4 mots. « Appelle si tu as besoin. » Marc appelait parfois. Surtout, il travaillait. Il étudia l'ingénierie mécanique et des systèmes avec la concentration particulière de quelqu'un qui sait déjà à quoi sert le savoir. Il n'avait pas besoin qu'on lui explique pourquoi l'analyse des contraintes importait ou pourquoi la dynamique des fluides avait des applications concrètes. Il avait déjà passé des années dans un endroit où ces choses n'étaient pas théoriques. Il fut diplômé. Il fut embauché rapidement par Automotive Consolidée à Paris, une firme qui gérait l'entretien de flotte, l'acquisition de véhicules commerciaux et l'évaluation de performance pour des clients institutionnels, des flottes municipales, des compagnies de transport parfois, des collections privées. Il y resta de longues années. Il devint sans cérémonie ni annonce particulière la personne sur laquelle ses superviseurs comptaient pour les évaluations, exigeant une précision au-delà des protocoles standards. Lorsqu'un client avait un litige de véhicule à résoudre, c'était Marc qu'on envoyait. Lorsqu'un achat de flotte nécessitait une évaluation indépendante, c'était son nom qui figurait sur le rapport. Il rencontra sa femme, Élise. Elle était infirmière. Ils se marièrent. Camille naquit. Thomas Zélier eut un accident vasculaire cérébral dans l'atelier un après-midi enfermant. Il survécut, mais ne retourna jamais à l'atelier. Les dégâts étaient spécifiques et irréversibles, laissant l'homme largement intact, mais incapable de faire le travail physique qui avait défini sa vie. Marc se rendit à Rouen le lendemain. Il ne retourna pas à Paris. Lui et Élise prirent la décision ensemble, tranquillement, autour d'une table de cuisine, au milieu de la nuit. Le genre de décision qui paraît soudaine de l'extérieur et ne l'est pas. Ils s'installèrent à Vernon, une ville de taille moyenne, assez proche de Rouen pour que Marc puisse être présent auprès de son père, assez loin pour que ce soit une vie à eux. Marc trouva du travail dans un garage commercial. Élise transféra ses diplômes et prit un poste à l'hôpital régional. Ils achetèrent une maison rue Clément avec un double garage et une pelouse plantée de 2 chênes. Et pendant un temps, s'ils n'étaient pas exactement ce que l'on appellerait confortables, ils étaient quelque chose de plus durable, installés, résolus, présents dans leur propre vie. Élise mourut alors que Camille était encore toute petite. Un accident sur l'autoroute en rentrant d'une garde de nuit. Les détails n'ont pas besoin d'être racontés. Ce sont ceux qu'une personne qui les a vécus apprend à porter sans les répéter. Marc n'en parla pas publiquement. Il ne joua pas le deuil pour le quartier, ni ne chercha sa sympathie. Il s'absenta du travail le temps nécessaire, réorganisa la maison, arrangea l'emploi du temps de Camille, trouva une garde pour les matins et passa les coups de téléphone indispensables. Puis, il retourna travailler. Ceux qui connaissaient vraiment Marc Hélier, et ils n'étaient pas nombreux, comprenaient que sa stabilité n'était pas l'absence de sentiments, c'était la présence d'une décision. La décision prise quelque part sous le niveau des mots que Camille aurait un père présent fonctionnel qui ne demanderait pas à être géré, et que tout le reste, y compris le poids de ce qui avait été perdu, serait porté d'une façon qui ne retomberait pas sur elle. Camille se souvenait de sa mère de la manière dont les tout-petits se souviennent des choses présentes avant d'avoir le langage pour les nommer. Non dans des histoires, mais dans la qualité de la lumière de certaines pièces, dans une odeur particulière, dans la façon dont son père se taisait, parfois d'une manière différente de son silence habituel. Elle ne demandait pas souvent. Quand elle le faisait, Marc répondait directement et complètement au niveau de détail approprié à son âge parce qu'il croyait qu'elle méritait la vérité et qu'il lui faisait confiance. Au moment où Camille grandissait et qu'ils étaient installés à Vernon depuis un certain temps, elle était le genre d'enfant qui comprenait plus qu'elle ne disait et disait plus que la plupart des adultes lui accordaient. Elle était aussi le genre d'enfant qui, debout sur un porche, face à 40 véhicules condamnés, posait une seule question précise plutôt que 5 imprécises. Renée Colette était en affaires depuis longtemps et elle aurait dit sans excuse que le sentiment était la chose la plus coûteuse qu'une personne pouvait s'offrir. Elle avait bâti le groupe automobile Collet à partir d'un simple lot de voitures d'occasion hérité d'un mariage bref et raté jusqu'à en faire la plus grande opération de concession indépendante du département. 4 sites, un chiffre d'affaires annuel considérable, une division service, une division flotte et une activité de gros qui déplaçait des véhicules plus vite que la plupart des concessions ne déplaçaient des papiers. Elle n'était pas mécanicienne et n'avait jamais prétendu l'être. Ce qu'elle était, c'était une lectrice de personnes et de situations douées de ce talent précis
de savoir exactement où se trouvait une faiblesse avant même que celui qui la portait ne l'ait identifiée. Ses bureaux se trouvaient au 3e et 11e étage du siège du groupe Automobile Collet, avenue du Plateau. La vue de sa fenêtre montrait le parc principal de la concession, 200 véhicules disposés dans la géométrie exacte que son directeur des opérations maintenait chaque matin. Elle ne regardait pas ce parc avec émotion. Elle le regardait comme un général regarde un terrain évaluant, calculant, avançant. Sa réputation dans le milieu des affaires de Vernon était claire et constante. Elle gagnait pas toujours par les méthodes les plus propres, mais le consensus voulait que l'on ne croise René Collet qu'une seule fois. Elle convoitait la propriété de la rue Clément depuis un certain temps. La géographie n'était pas anodine. Le corridor de la rue Clément se trouvait directement adjacent au tracé approuvé d'un nouveau connecteur d'autoroute régionale. La parcelle à l'intersection de la rue Clément et de la route départementale, qui comprenait la maison de Marc et les 2 lots voisins appartenant à Raymond, se situait à ce qui deviendrait l'un des points d'approche les plus fréquentés du département une fois le connecteur ouvert. René avait vu les documents de planification avant que la plupart des habitants de Vernon ne sachent qu'ils existaient. Elle avait fait sa première approche par l'intermédiaire d'un courtier. La plupart des propriétaires avaient accepté rapidement. Raymond avait vendu après 2 conversations. Marc avait refusé sans explication. René avait fait une seconde offre plus élevée par un autre intermédiaire. Marc avait encore refusé. Il n'avait pas demandé davantage d'argent. Il n'avait pas proposé d'autres conditions. Il avait simplement dit non et le courtier avait rapporté qu'il n'avait montré aucun intérêt à poursuivre la discussion. René digéra cela à un moment. Elle demanda à son assistante Pauline de découvrir qui était Marc Hélier. Le rapport revint propre comme le sont souvent ceux des gens qui ont vécu avec prudence. Mécanicien père seul, aucune ambition financière apparente, aucune dette notable, au-delà des frais de la vie courante, aucun passé judiciaire, aucune présence publique. René le lut et observa que cela ressemblait à un homme qui n'avait rien à perdre. Pauline, qui travaillait pour elle depuis un certain temps et savait traduire ses remarques en prévision, comprit qu'il s'agissait d'un problème. René dit qu'un homme qui n'a rien à perdre est le plus difficile à faire bouger par l'argent seul. Elle y réfléchit. Puis elle décida que si l'argent ne suffisait pas, elle utiliserait la pression. Et si la pression ne suffisait pas, elle rendrait sa situation assez coûteuse pour que rester devienne pire que partir. Ce qu'elle fit ensuite demanda une préparation discrète et méthodique. Elle se procura 40 véhicules non pas auprès d'une seule source trop traçable, mais par 8 enchères de salvage différentes, 3 liquidations de fourrière et 2 achats privés répartis sur plusieurs départements. Chaque véhicule avait déjà été formellement déclaré hors réparation économique. Chacun possédait un historique documenté qui rendait sa condamnation naturelle. Le coût total de l'opération transport et coordination compris fut relativement modeste. Les véhicules furent livrés aux premières heures du matin. Les hommes que René avait engagés étaient des professionnels habitués aux déplacements compliqués et qui n'avaient aucune raison de poser d'autres questions que les questions logistiques. Quand Marc se tint sur son Porsche et regarda ce qui avait été déposé pendant la nuit, l'histoire circulait déjà dans le quartier, écrite par des gens qui n'avaient pas frappé à sa porte pour savoir s'il allait bien. Il resta là un moment non parce qu'il était paralysé, mais parce qu'il comptait évaluer et faisait des observations préliminaires qui exigeaient du temps et du calme. Après le départ de Camille à l'intérieur, Marc descendit du Porsche et s'approcha du véhicule, le plus proche une berline aux pneus, à plat et à la vitre arrière brisée. Il posa la paume à plat sur le toit. Il frappa le panneau de porte avec 2 jointures. Il fit le tour lentement. Puis, il passa au suivant. Il parcourut les 40 véhicules de façon méthodique, passant le temps nécessaire devant chacun selon ce qu'il découvrait. Il ne prenait pas de notes. La lumière du matin suffisait. Il n'avait pas besoin d'autre chose pour comprendre ce que ses mains lui disaient. Il s'arrêta devant l'une d'elles. C'était une Mercedes-Benz 560 SAC. Quelqu'un l'avait peinte en gris mat. Les phares manquaient. Le pare-choc avant était fendu et maintenu par du fil de fer. Les pneus étaient à plat. De l'extérieur, elle ressemblait à toutes les autres, ce qui était précisément le but. Marc posa les 2 mains sur le capot. Il resta immobile un long moment. Puis il continua. Il acheva le tour complet. Il se tint au bord de l'allée et regarda les 40 véhicules qui remplissaient sa propriété. Puis il se baissa et ramassa un petit boulon dans le gravier. Un boulon hexagonal ordinaire, le genre qui se trouve sur 1000 véhicules différents. Il le tourna une fois entre ses doigts
et le glissa dans la poche de son sweatshirt. Son voisin François arriva avec du café et l'expression de quelqu'un qui avait vu les photographies circuler. François, entrepreneur à la retraite, était la présence la plus constante dans la vie de Marc depuis son arrivée à Vernon. Il regarda les 40 voitures et ne proposa aucune théorie. Il tendit simplement le café. Marc lui raconta ce qu'il avait trouvé. François écouta sans interrompre. Quand Marc en vint à la Mercedes, François posa sa tasse. Il demanda qu'on lui répète. Marc répéta. François murmura quelque chose puis dit que quiconque avait placé ces voitures-là avait commis au moins une erreur très précise. Marc répondit que c'était une façon de le dire. Il ajouta qu'il en avait repéré 3 autres qui méritaient un second regard. François le regarda. Marc dit qu'il aurait besoin de certaines choses et demanda si François avait du temps. François répondit qu'il n'avait que cela. Marc hocha la tête et rentra préparer le déjeuner de Camille. L'avis de conformité arriva dans l'après-midi. Il émanait du service de conformité municipal de Vernon. Il citait une violation de l'ordonnance de zonage résidentiel interdisant l'accumulation de véhicules hors d'usage sur une propriété d'habitation. Il accordait un délai pour dégager les lieux faute de quoi une procédure formelle pourrait s'engager avec amende, inscription hypothécaire et signalement à l'autorité environnementale du département pour inspection de substances potentiellement dangereuses. Marc le lut à la table de cuisine. Camille faisait ses devoirs en face de lui. Elle leva les yeux et demanda ce que c'était. Il répondit que c'était une lettre de la ville. Elle demanda si c'était grave. Il dit que c'était une horloge. Que ce n'était pas la même chose. Elle le regarda un instant puis reprit ses devoirs. Ce soir-là, Marc appela 2 personnes. La première était Vincent Marchand, consultant automobile basé à Paris, ancien collègue chez Automotive Consolidé, et l'un des esprits les plus précis que Marc ait connu pour l'évaluation de véhicules. Marc décrivit de mémoire chacun des 40 véhicules dans l'ordre, avec un niveau de détail tel que Vincent n'eut aucune question à poser. Quand il en vint à la Mercedes 576, Vincent resta silencieux un moment. Il demanda confirmation sur le tablier. Marc confirma. Vincent prononça un mot qu'il réservait d'habitude aux surprises. Il s'informa des autres véhicules signalés. Marc les décrivit une Chevrolet Chevelle dont les dommages de carrosserie avaient été dissimulés plutôt que réparés. Une Ford Bronco dont la rouille de surface cachait un acier d'origine bien meilleur qu'il n'y paraissait. Une BMW série 8 au moteur grippé et à l'intérieur détruit mais dont le châssis frappé en plusieurs endroits répondait encore avec le son du métal jamais vraiment abîmé. Vincent resta silencieux plus longtemps que d'habitude. Il dit qu'il voulait monter, qu'il amènerait 2 personnes. Marc répondit que ce n'était pas nécessaire qu'il s'en occupait. Vincent dit qu'il comprenait mais qu'il voulait être là malgré tout. Marc promit du café. Le second appel fut pour une avocate, Patricia Ozaï, spécialisée dans les litiges de propriété résidentielle et le droit des véhicules commerciaux. Elle avait été recommandée par une ancienne connaissance professionnelle. Marc exposa la situation, les véhicules, la vie, les circonstances de la livraison et ce qu'il comprenait du projet de développement de la rue Clément. Patricia écouta, puis posa 3 questions précises sur le déroulement de la livraison, la documentation d'origine des véhicules et le libellé exact de la vie. Puis elle dit que Marc disposait d'un délai et qu'elle veillerait à ce qu'il l'utilise correctement. Elle lui demanda de tout photographier avant de déplacer le moindre véhicule et de dater chaque cliché, qu'elle s'occuperait de la ville. Marc la remercia et raccrocha. Après le coucher de Camille, il s'assit à la table de cuisine avec un bloc-notes jaune. Il inscrivit un chiffre à côté de chacun des 40 véhicules de mémoire. Certains chiffres étaient modestes, plusieurs ne l'étaient pas. Il ne montra ses notes à personne. Il plia la page, la glissa dans le carnet qu'il gardait dans le tiroir de sa table de nuit et s'endormit. Il s'est mis au travail dès le lendemain. Le processus fut systématique, véhicule après véhicule, baie après baie. Le double garage de la rue Clément devint le théâtre d'un travail mené avec cette économie de geste qui n'est non de la hâte, mais de la certitude. Il avait déjà évalué ses voitures. Il savait ce dont chacune avait besoin avant même de soulever un capot. Françoise aidait là où Marc le guidait tendre, tenir aller chercher des pièces chez le fournisseur de la rue des Moulins et rester présent sans rien demander d'autre que ce qui était utile. François n'était pas mécanicien de formation, mais c'était un homme qui avait passé sa vie à travailler de ses mains
et qui comprenait le langage de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Il suivait le rythme de Marc sans commentaire. La première voiture sortie du garage fut une Honda Accord. 4 pneus à plat frein grippés, batterie morte, borne corrodée, de l'extérieur sans valeur. Marc la remit en état et la vendit rapidement à une jeune femme nommée Déjà qui en avait besoin pour travailler et qui lui serra la main avec un soulagement sincère. La deuxième fut un Ford F-150. La transmission avait tourné à sec jusqu'à gripper, le genre de dommage qui en dit plus long sur le propriétaire précédent que sur le véhicule lui-même. Le châssis était sain, la carrosserie droite. Marc reconstruisit la transmission à partir d'une pièce que Vincent avait trouvée par son réseau et vendit le pick-up à un entrepreneur. La voisine d'en face, Sandra, regarda la première voiture partir et vint le lendemain avec un air qui voulait poser une question sans savoir comment. Marc lui souhaita le bonjour. Elle demanda comment il s'en sortait. Il répondit qu'il s'en sortait. Elle regarda les voitures restantes, puis lui, et dit qu'elle trouvait toute cette affaire terrible. Marc répondit que cela avait ses aspects. Elle ne sut que répondre et rentra chez elle. René reçut le premier compte rendu de Pauline. 2 voitures vendues. Elle en avait fait déposer 40. Elle ne s'alarma pas. Elle avait l'avis de conformité en cours, le signalement environnemental en attente et un contact au service des licences qui avait déjà signalé Marc pour activité potentielle de concessionnaire sans permis. Elle demanda à Pauline de surveiller. Le compte rendu suivant annonça 7 voitures vendues. René regarda le chiffre. Elle demanda les prix de vente. Pauline revint avec les montants, non pas les prix de ferraille attendus, mais des prix de détail. Des prix qui révélaient une restauration mécanique complète. René ne dit rien un moment. Puis elle demanda le vrai dossier professionnel de Marc Hélier, pas le résumé superficiel d'auparavant. La plainte pour activité de concessionnaire non autorisée fut déposée. L'amende par transaction sans permis était significative. Marc reçut l'avis et appela Patricia le jour même. Patricia examina le texte et lui indiqua que les particuliers étaient autorisés à vendre un nombre limité de véhicules personnels par an sans licence. Marc avait atteint ce plafond. Elle déposa immédiatement une demande de permis temporaire qui couvrirait les ventes suivantes. Elle ajouta que ce dépôt créait un enregistrement prouvant que la plainte avait été anticipée, ce qui pourrait compter si l'on établissait un jour un lien avec un acteur de mauvaise foi. Marc dit qu'il comprenait. Patricia dit qu'elle prenait du plaisir à l'affaire. Marc répondit qu'il était content que quelqu'un le prenne. Les voitures continuaient de partir ni trop vite ni trop lentement, au rythme du travail bien fait. Une BMW série 3 avec alternateur mort-bras de suspension cassée et intérieur à refaire entièrement trouva acheteur à un prix solide. Un Jeep Grand Cherokee qui avait été retourné et très mal réparé fut vendu après que Marc eut redressé le châssis sur des rails que François l'avait aidé à installer, puis eut préféré monter un nouveau cadre plutôt que de se contenter d'un maquillage. Cette distinction ajouta du temps et du coût qu'il absorba parce que son nom figurait sur les papiers et que son nom avait un sens. Vincent arriva avec 2 collègues. Ils passèrent du temps à examiner les véhicules restants. Ils parlaient le langage abrégé de ceux qui partagent un métier et n'ont pas besoin de se traduire. Ils s'arrêtèrent, notèrent, mesurèrent, passèrent la main sur certaines surfaces. Devant la Mercedes 560 SEC grise mat aux phares manquants et au pare-choc maintenu par du fil, Vincent s'arrêta et regarda Marc. Marc hocha la tête. Vincent dit qu'il voulait passer quelques coups de téléphone. Marc répondit qu'il avait le temps. Pendant que les appels se déroulaient, Marc travailla sur d'autres véhicules. La BMW série 8 entra dans le garage. Le moteur était grippé pour avoir resté longtemps sans tourner, ce qui n'est pas la même chose qu'être mécaniquement détruit, une distinction que beaucoup dans le métier de la salvage confondent et que l'équipe de René avait apparemment confondue. Marc libéra le moteur en utilisant un procédé que son père lui avait enseigné, patience huile pénétrante pression progressive, et cette attention particulière qui consiste à s'arrêter quand le métal le demande et à reprendre quand il le permet. Quand le moteur tourna pour la première fois, François, assis dans un coin, murmura quelque chose. Marc s'essuya les mains et lui demanda de l'aider pour l'intérieur. Vincent contacta un collectionneur privé, Arthur Benoît, qui disposait d'une installation climatisée près de Nantes et dont la collection représentait des décennies d'acquisitions ciblées dans une catégorie précise de voitures européennes de performance. Arthur avait examiné la documentation et les photographies de la Mercedes 1560 SEC.
Le véhicule était, comme Marc l'avait reconnu dès le premier contact, une variante originale de faible production destinée à un marché européen spécifique existant en très petit nombre. La plupart étaient déjà en collection ou en institution. Plusieurs avaient disparu. Une avait fini dans une enchère de salvage d'un département voisin où l'équipe de René l'avait acquise pour une somme dérisoire afin de l'inclure dans un lot destiné à humilier un père seul à Vernon. Arthur Benoît offrit un prix élevé et proposa de prendre en charge le transport. L'offre valait pour le véhicule en l'état avec la provenance documentée que Marc avait rassemblée car les collectionneurs sérieux préfèrent l'histoire vérifiée à l'apparence. Marc dit qu'il y réfléchirait. Il n'en avait pas vraiment besoin, mais il trouva juste de le dire. Il rappela Vincent et accepta. Vincent observa que quiconque avait déposé ses voitures avait commis une erreur difficile à justifier dans un cadre professionnel. Marc dit qu'il y pensait. Il demanda à Vincent ce qu'il savait de la dette commerciale en difficulté. Vincent répondit que ce n'était pas son domaine. Marc dit que cela relevait peut-être de celui de Patricia. La BMW série 8 partit aux enchères non pas locales, mais à une vente de collectionneurs à Nantes qui attirait des acheteurs sérieux. Vincent l'avait proposé à l'avance, ce qui exigeait un niveau de finition validé par les experts de la maison. Marc acheva le travail. L'intérieur fut reconstitué à partir de sources européennes. La carrosserie fut mise à nu. La couleur d'origine, un bleu minuit profond, avait survécu sous plusieurs couches successives, dans un état quasi parfait. Marc ne repeignit pas par-dessus. Il restaura. La différence se voit immédiatement quand on se trouve devant le résultat. La voiture entra en vente. Elle monta rapidement et se fixa à un prix élevé. François présent laissa échapper une remarque audible. Marc resta immobile un instant après le coup de marteau, puis se leva, accepta les félicitations et serra les mains tendues. Sur le chemin du retour, François demanda s'il avait prévu un tel montant. Marc répondit qu'il avait estimé une fourchette proche. François demanda pourquoi il ne l'avait pas dit. Marc répondit qu'il n'y avait aucun intérêt à le dire avant que cela n'arrive. François le regarda. Marc regarda la route. François secoua la tête et alluma la radio. Patricia avait passé le temps qui suivit à préparer ce qu'elle construisait depuis le début. L'entreprise de René Collet portait une dette commerciale importante auprès d'une banque structurée à taux variable pour financer l'expansion des concessions. Le taux s'était déjà ajusté. Plus important, le contrat contenait des clauses exigeant un niveau de revenu trimestriel. Le non-respect répété plaçait le dossier sous surveillance et donnait à la banque le pouvoir de renégocier, d'accélérer ou de céder la créance. Les derniers résultats de René étaient nettement sous le seuil. Patricia expliqua tout cela à Marc un soir pendant que Camille et la fille de Patricia jouaient dans la pièce voisine. Elle indiqua que la note était déjà sur la liste de revues internes de la banque, qu'une créance de cette nature se négociait généralement avec une décote, qu'un acheteur solide avec un projet clair pouvait s'adresser directement à la banque, et que celle-ci, soucieuse de réduire ses risques, serait probablement réceptive. La fenêtre était courte. Marc écouta sans interrompre. Il posa 2 questions sur la structure des garanties et sur les engagements personnels. Patricia répondit. Marc resta silencieux un moment, puis demanda à Patricia de faire l'approche. Elle dit qu'elle avait déjà préparé le dossier, qu'elle l'avait préparé dès le début. Marc répondit simplement « Bien ». Quand le délai de conformité arriva à son terme, Marc avait vendu 37 des 40 véhicules. Le total brut était substantiel. Après déduction des pièces du transport des honoraires de Vincent et de ceux de Patricia, le net restait confortable. Les 3 véhicules non vendus étaient la Chevelle que Marc avait choisi de ne pas mettre en vente, la Bronco, encore en cours de restauration, et un dernier véhicule qui n'était pas destiné au marché pour des raisons sans lien avec sa valeur. Marc déposa son dossier de conformité. 37 véhicules documentés, titrés et transférés. 3 restant sur la propriété en tant que véhicules personnels, ce que la réglementation autorisait. La revue de conformité n'avait plus de matière. L'inspection environnementale déclenchée discrètement par René se déroula. L'inspecteur examina le système de rétention d'huile de Marc, une installation supérieure aux normes signa le procès-verbal et repartit. La plainte relative à la licence avait été neutralisée dès le départ par le permis temporaire obtenu par Patricia. René reçut la notification de conformité par son contact. Elle s'assit dans son bureau et regarda le document. Elle demanda le bilan complet. Pauline l'avait déjà préparé.
37 véhicules vendus. La Mercedes 560 des essais acquise pour une somme dérisoire revendue à un collectionneur de Nantes pour un montant considérable. La BMW série 8 acquise pour une somme plus faible, encore adjugée à un prix élevé. Renée resta silencieuse longtemps. Elle demanda le coût total de l'opération. Pauline indiqua le montant. Renée ne dit rien. Puis elle demanda les derniers rapports financiers. Le conseil municipal de Vernantines et sa séance publique. L'ordre du jour comprenait des affaires courantes, des demandes de dérogation et l'examen du projet de développement du corridor de la rue Clément porté par le groupe automobile Collet. La salle, qui n'était habituellement pas pleine, l'était ce jour-là. Anna Grévy du Courrier de Vernon s'était installée avec un carnet l'air de quelqu'un qui a reçu une information non encore confirmée et qui en mesure la tension. Renée arriva avec Pauline et 2 avocats. Elle s'installa à la table de présentation et rangea ses documents avec l'efficacité de quelqu'un qui a déjà présenté le même dossier et s'attend à le conclure. Marc arriva un peu après. Il portait une veste sombre sur une chemise propre. Il s'assit au milieu de la salle. Il n'avait pas amené Camille. Dans la poche de sa veste se trouvait le petit boulon hexagonal ramassé le matin des 40 voitures. Il le portait depuis le début. Les premiers points de l'ordre du jour passèrent sans incident. Quand le président appela le dossier du corridor de la rue Clément, Renée se leva et présenta le projet. Elle l'avait déjà fait. C'était précis complet. Le dossier économique tenait. Les projections d'emploi étaient citées. L'analyse de trafic était référencée. Lorsqu'elle en vint à la dernière parcelle, la propriété de la rue Clément occupée par un locataire nommé Marc Hélier, elle la décrivit comme le dernier élément non résolu d'un plan d'ensemble et nota que 2 offres au prix du marché avaient été refusées sans motif. Le président ouvrit la discussion publique. Marc se leva. Il ne se dirigea pas vers le micro. Il parla de sa place d'une voix égale qui porta sans effort. Il dit qu'il ne vendrait pas la propriété de la rue Clément. Il dit que sa femme était morte pendant qu'ils y vivaient. Il dit que sa fille avait appris à marcher dans le couloir de cette maison. Il dit qu'aucun chiffre n'existait qui serait le bon et qu'il ne s'attendait pas à ce que tout le monde le comprenne, mais qu'il tenait à ce que ce soit dit clairement. La salle garda un silence particulier. Une femme au premier rang serra les lèvres. Marc attendit un instant. Puis il dit qu'il avait une autre proposition. Il souhaitait acquérir la concession phare du groupe automobile Collet avenue du Plateau. Il avait examiné l'entreprise, arrangé le financement et était prêt à conclure rapidement. Tout le personnel serait maintenu sous les contrats en cours. L'activité continuerait sans interruption. Il sortit de sa poche le petit boulon hexagonal et le posa sur le dossier du siège devant lui. Puis il se rassit. Le silence qui suivit fut celui de Jean en train de recalculer quelque chose qu'il croyait comprendre. Anna Grévy écrivait sans regarder son carnet. 2 élus échangèrent un regard. Pauline, à côté de Renée, fixait la table. Renée resta très immobile. Elle ne regarda pas Marc tout de suite. Elle regarda le président, la salle, les documents, la fenêtre. Elle faisait ce qu'elle faisait quand quelque chose arrivait hors de ses prévisions, ce qui était rare, et qu'elle ne laissait paraître que par l'immobilité. Puis elle regarda Marc. Il soutint son regard sans hostilité. Le président demanda si Madame Collet souhaitait répondre. Après une pause que toute la salle ressentit, Renée dit qu'elle examinerait la proposition. Elle le dit sans inflexion, sans rejet et sans concession. Elle le dit comme on dit une chose lorsque, pour la première fois depuis longtemps, on n'est plus certain de la réponse. La séance se poursuivit. Lorsque la salle se vida, Renée croisa Marc près de la porte. Elle s'arrêta. Elle dit qu'elle avait une question et que ce n'était pas une question d'affaires. Marc attendit. Elle dit qu'elle avait envoyé 40 voitures. Qu'il n'était jamais allé à la presse, n'avait jamais publié quoi que ce soit, n'avait jamais utilisé le mot sabotage dans aucun document, ni aucune déclaration, alors qu'il disposait clairement des éléments pour le faire. Elle voulait savoir pourquoi. Marc la regarda calmement. Il répondit qu'aller à la presse aurait rendu l'affaire à propos d'elle, qu'il n'était pas intéressé à ce que ce soit à propos d'elle, qu'il était intéressé à ce que ce soit à propos du travail, qu'elle avait déposé 40 problèmes devant sa porte, qu'il les avait résolus, que les solutions avaient produit un résultat et que le résultat parlait plus clairement que tout ce qu'il aurait pu dire en public. Qu'elle lui avait rendu un service qu'elle n'avait pas voulu rendre et qu'il ne lui en tenait pas grief. Renée le regarda un moment.
Elle dit que c'était une façon généreuse de le présenter. Marc répondit que c'était une façon exacte. Elle sortit. L'affaire se conclut. La concession phare de l'avenue du Plateau fut transférée à Hall Automotive, entreprise individuelle, enregistrée à l'adresse de la rue Clément. Le prix fut celui de l'évaluation indépendante. Marc avait demandé à Patricia de faire réaliser l'expertise et de payer le montant indiqué ni plus bas ni négocié. Patricia avait fait remarquer que ce n'était pas la pratique habituelle. Marc avait répondu que c'était ainsi que celle-ci se ferait. Les membres du personnel reçurent une notification écrite le jour de la signature. Leur contrat était maintenu. Leur poste continuait. Marc se tenait à disposition de quiconque souhaitait le rencontrer. Plusieurs demandèrent un entretien. Marc les reçut d'un par un dans la salle de pause avec du café. À chacun, il dit avec des mots adaptés que l'entreprise existait pour faire un travail honnête, à des prix justes, qu'ils ne s'intéressaient pas au volume pour eux-mêmes, mais à ce que les clients repartent avec des voitures qui fonctionnent et reviennent parce qu'ils font confiance à l'endroit. L'un d'eux, un chef d'atelier nommé Karl, qui avait préparé son curriculum vitae en prévision des suites habituelles d'une acquisition, resta. Il devint plus tard associé. Dans le cadre de la négociation, Marc avait proposé un contrat de conseil optionnel de quelques mois que René pouvait accepter ou refuser. Il lui donnait un rôle précis dans les renégociations fournisseurs et les relations distributeurs-domaines, où ses contacts de longue date représentaient une valeur réelle que Marc ne possédait pas et ne pouvait pas reconstituer rapidement. Elle accepta. Elle venait le jeudi. Ils ne parlèrent jamais des 40 voitures. Ils parlèrent de marge d'organisation de l'atelier et de faiblesses dans certains contrats que René connaissait depuis longtemps et qu'elle n'avait jamais corrigés parce que cela aurait exigé d'admettre qu'ils auraient dû être structurés autrement dès le départ. Marc les corrigea. René l'observa le faire avec l'expression de quelqu'un qui reconnaît une méthode bien exécutée. Il n'y avait pas de chaleur entre eux dans les premiers temps, mais quelque chose de plus durable, une reconnaissance mutuelle de ce que chacun savait et ne savait pas, et un arrangement de travail qui respectait cette reconnaissance sans la jouer. Un samedi matin, Marc mena Camille à la concession avant l'ouverture. Ils avaient le bâtiment pour eux seuls. Il la fit passer dans chaque pièce, le showroom aux véhicules sous la lumière du matin, l'atelier avec ses ponts et l'odeur de solvant propre et de métal chaud, le salon d'attente avec sa machine à café, ses tables basses et la petite télévision dans le coin dont personne n'avait encore décidé du sort. Camille marchait à ses côtés, les mains derrière le dos, regardant vraiment. Quand ils eurent terminé le tour, elle se tint dans le showroom et leva les yeux vers son père avec l'expression qu'elle réservait aux questions importantes. Elle demanda si c'était à eux maintenant. Marc s'accroupit à sa hauteur. Il répondit que c'était à eux et aussi aux gens qui y travaillaient. Que son rôle était de prendre soin des deux. Elle hocha la tête. Elle regarda à nouveau le showroom et dit que le plafonnier du fond clignotait. Marc regarda. C'était vrai. Il appela le service technique et laissa un message. Camille parut satisfaite. Ils se rentrèrent et préparèrent le petit déjeuner. Les petits déjeuners du samedi avaient une qualité particulière chez eux, œufs, pain grillé, fruits et cette absence de précipitation d'un matin sans contrainte. Camille parla de l'école. Marc écouta avec toute l'attention qu'il accordait aux choses qui comptaient, c'est-à-dire à tout ce qu'elle disait, ce qu'elle savait depuis longtemps, sans qu'aucun des deux n'ait besoin de le formuler. Le soir, après que Camille fut endormie, Marc sortit au double garage de la rue Clément. Il alluma la seule lampe. Contre le mur du fond derrière le coffre à outils et l'étagère de pièces se trouvait un véhicule qu'il n'avait ni listé, ni montré à Vincent, ni photographié. La Chevrolet Chevelle. Elle était arrivée avec les autres portant le même autocollant de condamnation. Sa carrosserie portait de l'apprêt et de la rouille de surface. Les vitres étaient intactes. L'intérieur était là. Le châssis frappé du bout des jointures dans le noir du premier matin avait répondu avec un son qui l'avait arrêté plus longtemps que la plupart des autres. Il avait su ce que c'était dès la silhouette. Il avait reconnu dès que la lumière avait balayé la ligne de toit la proportion particulière d'une Chevelle de cette année-là. Il n'en avait parlé à personne. Il s'assit sur le tabouret bas et posa la main sur l'aile de la façon dont son père posait la main sur les choses, à plat immobile à l'écoute. Son père avait possédé une Chevelle, une autre bleu minuit achetée avant la naissance de Marc,
est resté pendant des années dans la seconde baie du garage Hélier, projet toujours repoussé, parce qu'il y avait toujours une voiture de client prioritaire et parce que Thomas Hélier était un homme qui mettait les problèmes des autres avant ses propres plaisirs par caractère, plus que par sacrifice. Cette chevelle avait été vendue avec l'atelier lorsque Thomas n'avait plus pu travailler. Elle était partie chez un acheteur que Thomas n'avait jamais rencontré. Marc n'avait pas été présent pour la vente. Il n'avait jamais trouvé depuis une façon satisfaisante de se sentir à ce sujet. Il resta longtemps la main sur l'aile de la chevelle. Il ne la restaurerait pas rapidement. Il ne la restaurerait pas pour la vendre. Il la restaurerait comme son père avait toujours voulu restaurer la sienne, correctement, patiemment, sans échéance. Il y travaillerait le soir tôt le matin avant l'ouverture de la concession, dans les heures où une vie bien remplie laisse encore de la place pour quelque chose qui n'appartient qu'à soi et à la mémoire qu'elle porte. Camille s'assiérait sur le coffre à outils pendant qu'il travaillerait comme il s'était assis autrefois sur celui de son père, balançant les jambes et posant des questions auxquelles il répondrait presque toujours. Il éteignit la lumière. Il ferma le garage. Il rentra. Les gens de Vernon racontaient l'histoire de façon différente selon ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils en avaient conclu. Certains disaient que Marc Hélier avait manœuvré René Collet, d'autres qu'il avait eu de la chance, d'autres encore que l'affaire prouvait que les puissants finissent toujours par trop s'étendre et que les silencieux regardent. Aucune de ces versions n'était tout à fait fausse. Aucune n'était complète. Ce qui s'était réellement passé était plus simple et plus difficile à résumer. Une femme disposant de ressources et de certitudes avait pris une décision depuis une position de supériorité. Elle avait regardé la vie d'un homme et décidé qu'elle était plus petite que ses projets. Elle avait fait déposer 40 véhicules condamnés dans son allée comme instrument de pression et d'humiliation, et elle l'avait fait sans regarder attentivement ce qu'elle envoyait, ni à qui elle l'envoyait. Marc Hélier s'était réveillé, s'était tenu sur son porche, avait compté 40 voitures, avait ramassé un boulon dans le gravier et s'était mis au travail. Il n'était pas allé travailler par stratégie. Il était allé travailler parce que le travail était ce qu'il connaissait, sans quoi il avait confiance, et ce que son père lui avait transmis comme la réponse la plus fiable à la plupart de ce que la vie produit. Les résultats s'étaient organisés autour de cela. Son père lui avait dit un jour à la fin d'un long samedi d'atelier, alors que Marc, encore adolescent, venait de diagnostiquer quelque chose qui avait dérouté 3 adultes, que la différence entre un bon mécanicien et un grand mécanicien n'était pas le savoir-faire. Le savoir-faire est le plancher. Ce que l'on construit dessus, c'est cela qui fait la personne. Marc avait pensé à cette phrase bien des fois. Il y avait pensé sur le Porsche face aux 40 voitures. Il y avait pensé dans le garage seul avec la Mercedes et la BMW et ces machines que l'on avait jugées finies. Il y avait pensé dans la salle du conseil lorsqu'il avait posé le boulon sur le dossier du siège et dit ce qu'il était venu dire. Le boulon était toujours dans la poche de sa veste. Il ne le gardait pas en souvenir de ce que René avait fait. Il le gardait en souvenir de l'endroit où tout avait commencé le matin dans l'allée, l'air froid, et les 40 voitures que quelqu'un y avait placées. Elles avaient mis fin à quelque chose. Pas à ce qu'elles croyaient. Elles avaient mis fin à une hypothèse. L'hypothèse qu'un homme tranquille dans une maison de la rue Clément avec une fille, un garage, et des outils usés par des années d'usage, était sans ressources, sans vision, sans cette qualité particulière d'attention qui permet de regarder 40 véhicules condamnés avant même que le jour ne se lève et de comprendre précisément et sans drame exactement ce qu'ils valent. Marc avait compris. Il avait toujours compris. Ceux qui n'avaient pas compris étaient simplement ceux qui n'avaient pas regardé avec assez d'attention. Et regarder avec attention son père le lui avait enseigné n'est pas un don. C'est une décision. Une décision que l'on prend chaque matin avant que le café ne refroidisse, avant que le quartier ne s'éveille, avant que quiconque ne vous dise que le jour sera. On la prend en sortant, en posant les mains sur les choses, en écoutant ce qu'elles disent avant de décider ce que l'on savait déjà. Thomas Hélier l'avait fait pendant des années dans un atelier à 4 places à Rouen. Son fils le faisait maintenant. La lumière du garage de la rue Clément était éteinte. La chevelle attendait dans l'obscurité et quelque part dans la maison Camille dormait avec ses yeux sérieux, sa question précise et tout le long avenir devant elle. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire pour partager ce qu'elle vous a fait ressentir.
Dites-nous qui dans votre quotidien mérite enfin d'être regardé avec respect. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des récits qui éveillent l'âme et rappellent ce qui compte vraiment, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Votre soutien permet à ces messages de voyager plus loin et de toucher encore plus de cœurs. Ensemble, apprenons à voir vraiment.